remercie évidemment toutes et tous et au premier chef évidemment les facultés qui se sont rendues disponibles pour organiser ce webinaire qui n'a qu'un seul but, mettre en lien les médecins généralistes du territoire essonien et les facultés, quelles qu'elles soient, pour présenter ce que ça représente de stage universitaire et puis peut-être discuter du dispositif Docteur Junior. Cette idée, elle est née évidemment du copil d'anticipation de l'arrivée des Docteurs Juniors que l'on a lancé au niveau essonien avec plusieurs visages familiers qui y participent régulièrement et qui sont très engagés pour qu'en Essonne, on ait un maximum de Docteurs Juniors à partir de novembre 26. Mais on l'a bien vu, au sein de ce copil, il y avait des questions qui étaient des questions de médecin à médecin, et en tout cas de médecins généralistes qui voulaient devenir maître de stage universitaire aux facultés. Et donc, je veux particulièrement peut-être remercier le professeur Gassarossian qui a accepté de monter, que l'on monte ensemble avec la direction départementale ce webinaire qui associe l'ensemble des facultés que je remercie à nouveau. Je ne serai pas plus long pour cette introduction. L'idée, c'est de laisser la main aux facultés pour présenter la maîtrise de stage et peut-être répondre aux questions des médecins qui se sont connectés. Je le vois dans la liste des connectés, il y a évidemment des médecins très engagés, comme je disais, mais aussi des médecins généralistes qui n'ont pas encore participé au copil d'anticipation de l'arrivée des docteurs juniors, et c'est bien heureux. Peut-être vous dire que ce webinaire est enregistré pour qu'on puisse ensuite le diffuser à l'ensemble des médecins généralistes du département qui ont été évidemment invités à ce webinaire. Je ne sais pas comment est-ce que entre les facultés vous voulez vous partager la parole. Je donnerai peut-être, si vous me le permettez, si vous m'en excusez, la primeur au professeur Gassarossian, puisque c'est de notre échange qu'est née l'idée de ce webinaire. Mais je vous laisse, professeur, dispatcher la parole. Merci. De toute façon, on travaille main dans la main entre les différentes facultés. Il y a le professeur Frédéric Noël, responsable de la maîtrise de stage, en particulier de Paris Sud. Et il y a également Raphaël Delpech de la même faculté. Il y a Louise Rossignol, qui est ma responsable dans mon département, la professeure Louise Rossignol de la maîtrise de stage. Et si vous me permettez de partager l'écran, il y a un diaporama qu'elle a réalisé elle-même avec toute la coordination Île-de-France et qui est très bien fait pour expliquer un peu la situation. Donc, si vous m'autorisez à avoir le partage d'écran, je vous mets le diaporama et Louise, si tu es là, et Frédéric, on peut le commenter tous les trois et Raphaël éventuellement, enfin que ce soit pas cacophonique, mais que ce soit complémentaire. Donc, il me faut juste partager, m'autoriser à partager l'écran. C'est en cours et normalement, c'est bon. Voilà, c'est fait. Merci. Et donc, je vais essayer. Voilà. Hop, et on va le mettre à la première page. Allez, sous direct. Oh, super. Voilà. Et on va le mettre en diaporama. Ah mince, il y a juste l'écran qui me gêne là. Voilà. Et... Christian? Oui, attends. Christian, Oui. c'est juste pour organiser, pour que tout le monde puisse poser ses questions. Il y a combien de diapos? Je ne sais plus, Louise. Il y a combien de diapos? J'en ai pas rajouté. Je peux regarder si tu veux. Il y en a 18. 18. Ok. Est-ce qu'on peut vous proposer de présenter, de vous garder vos questions, puis après, on essaye de répondre? Oui, c'est pas Ça sera long, peut-être plus simple. Qu'est-ce que tu en penses, Louise? Oui, parce que c'est pas très long la présentation. Je pense en un quart d'heure. Voilà, donc je pense qu'il vaut mieux que ça soit comme ça. Et puis, du coup, après, Louise, Raphaël, Christian et moi, on répondra. C'est très bien. Très bien. Et n'hésitez pas peut-être, comme ça permettra aussi de les partager après la présentation, à poser des questions dans le chat pour qu'on puisse suivre les différentes questions qui se posent. Voilà. Il y a quelqu'un d'entre vous qui non seulement enregistre, mais qui prend les notes, c'est ça? Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup. Merci. Non. Tu veux que je commente les diapos? Ouais, juste, okay. Je ne sais pas pourquoi ça s'est inversé les diapos de la maquette, mais vas-y, commence. Bon,
Donc cette réforme du DES en 4 ans permet une 4e année de stage pour les internes de médecine générale. Depuis quelques temps, on parle en phase SOC, phase d'approfondissement et donc maintenant phase de consolidation qui existe déjà pour les autres DES. La phase SOC permet un stage aux urgences et un premier stage ambulatoire en médecine générale. Et la phase d'approfondissement qui est sur 2 ans permet de faire un stage couplé femmes-enfants, un stage en médecine polyvalente, puis un 2e stage ambulatoire en médecine générale et un 3e stage libre sur 4 thématiques principales, la santé mentale, la santé de l'enfant, la santé de la femme et la santé des personnes âgées. Les stages couplés femmes-enfants et les stages libres peuvent être également faits en ambulatoire quand il y a suffisamment d'offres possibles. Et donc cette 4e année qui se fait sur le DES de médecine générale et en 2 stages de 6 mois, si possible sur le même lieu d'exercice en médecine générale. Et on va voir comment se décompose ce stage. Il y a bien sûr des enseignements couplés sur l'ensemble des stages. L'importance de cette réforme, c'est vraiment, on voit que dans notre métier, il y a beaucoup plus de cas complexes de prise en charge de patients polypathologiques avec des parcours de soins plus complexes qu'auparavant. Et donc, il était nécessaire d'approfondir les compétences des internes sur ce champ-là, également sur le champ de la psychothérapie, de nouvelles disciplines comme la santé environnementale ou la santé numérique, et aussi la gestion tout simplement du cabinet, de la coordination des soins sur un territoire, et donc cet aspect très professionnalisant de la discipline pour permettre, on l'espère, une installation plus rapide des étudiants qui font souvent des remplacements à la suite du DES pour pouvoir avoir un peu plus d'expérience et se sentir plus à l'aise dans l'installation sur les territoires. Donc, les premières promos qui bénéficient de cette 4e année de DES de médecine générale sont les promos qui sont rentrés dans le DES en 2023. Ils sont donc cette année en 3e année de DES, dans la 2e année de la phase d'approfondissement. Et cette réforme permet donc un temps de formation beaucoup plus important en situation authentique en médecine générale, comme on l'a souligné tout à l'heure. Voilà. Elle est basée sur plusieurs textes réglementaires. Un premier qui est sorti à l'été 2023. Puis nous avons eu un 2e texte sur les stages couplés en été 2025, mais il y a peu de modifications. Cet été, il y a eu un premier texte sur les salaires et l'indemnité de stage qui a été modifié avec la loi de financement 2026. Et il y a eu un texte pour la dérogation de la soutenance de thèse pour les 3 premières promos du DES. C'est-à-dire que normalement, il faut que les internes soient thésés pour rentrer en phase de consolidation, quel que soit le DES. Et comme les autres disciplines, on a quand même 3 années de dérogation pour la soutenance, parce qu'on sait qu'en septembre-octobre, il y aura beaucoup de demandes de soutenance, et donc pour pouvoir leur permettre de prendre le poste et de soutenir leur thèse en novembre ou décembre ou janvier, il y a une petite dérogation sur les 3 premières années. Donc, sur cette loi de financement de 2026, il y a notamment eu un texte important sur la facturation des actes des docteurs juniors. Peut-être pour reprendre un peu d'historique, parce que vous avez dû en entendre parler, et donc pour vous dire ce qui était prévu initialement et comment ça a changé. À la toute base de la réforme, normalement, les docteurs juniors devaient percevoir les actes et rétribuer une partie des actes au maître de stage. Ça a été modifié dans le temps pour que les docteurs juniors aient finalement un statut salarié comme ils ont à l'heure actuelle avec leur CHU de rattachement. Il fallait donc du coup savoir qu'allaient devenir les actes des docteurs juniors, et on va vous l'expliquer tout de suite après. Mais donc la facturation des actes des docteurs juniors se fait en tiers payant sur un tarif conventionné sans dépassement d'honoraires, et les docteurs juniors sont payés en salaire. Et donc je vais peut-être vous expliquer la rémunération sur le schéma suivant qui est plus parlant. Donc, le docteur junior perçoit les actes. La part AMO part directement à l'assurance maladie. Ils auront une carte professionnelle de santé spécifique pour une enveloppe budgétaire qui permet de financer la réforme. La part AMC est touchée par le docteur junior, mais pour le compte du maître de stage qui l'encadre. Et le docteur junior, lui, est payé en salaire
avec les émoluments de 2 375 € par mois, une prime à l'autonomie de 5 000 € par an. Si il est dans une zone ZIP, il a 1 000 € d'indemnité supplémentaire mensuelle. Et s'il fait plus de 200 actes par mois, il a une prime semestrielle de 500 €. Pour les indemnités qui concernent les maîtres de stage, vous avez dû entendre parler éventuellement d'une prime d'accueil de 1 200 €. Cette prime d'accueil de 1 200 € est remplacée par les tickets modérateurs de l'activité réalisée par le docteur junior. Donc la part AMC perçue par le docteur junior sert à financer l'accueil du docteur junior. Il y a ensuite des honoraires pédagogiques qui sont équivalentes aux autres maîtrises de stage, donc de 600 € bruts par mois par étudiant. Et si le PAMSU est dans une zone d'activité ZIP, ZAC ou QPV, il y a une prime de 800 € par mois par étudiant. Voilà pour ça. La perception du ticket modérateur de l'activité réalisée par le docteur junior, on vous met un petit exemple en bleu ici. Donc on partait sur les 1 200 € de prime d'accueil qui étaient qui étaient décrites initialement dans le texte de cet été. Ça correspond à 211 consultations par le docteur junior par mois. Si le stage est sur 4 jours, ça fait à peu près 12 consultations par jour. Et s'il est sur 3 jours, ça fait à peu près 16 consultations par jour. Donc, on voit que voilà, ce plafond de 1 200 € par mois est atteignable assez rapidement. Sur les honoraires pédagogiques, les 600 € bruts par mois de stage par étudiant sont versés par les UFR de médecine. Et les primes conditionnelles ZIP-ZAC QPV d'un montant de 800 € à l'heure actuelle sont également versées par les UFR de médecine. Donc en gros, le maître de stage perçoit le ticket modérateur, ça c'est directement au fil de l'eau. Il perçoit tous les mois les 600 € plus ou moins les 800 € par les universités. Bien sûr, c'est poser la question des maîtres de stage qui auraient une patientèle spécifique, notamment avec beaucoup de parts ALD. Le régime Alsace-Moselle qui ne nous concerne pas a priori en Île-de-France. Et donc, il était possible de ne pas atteindre ces 1 200 € de seuil. C'est pourquoi à l'heure actuelle est discutée avec le ministère et l'assurance maladie une proposition d'indemnité compensatoire qui serait de 300 € par mois si l'activité, la file active du maître de stage est plus de 50% constituée de ces parts exonérantes et de 600 € par mois si la file d'activité est de plus de 63% concernée par ces parts exonérantes. De même, si il arrivait malheureusement que le docteur junior ait un arrêt de longue durée de son stage pour différentes raisons, il y a déjà une indemnité compensatoire qui est discutée de 1 200 € par mois si le docteur junior est absent tout le mois. Et s'il y a des activités, pas tout le mois, mais de manière plus partielle, mais importante tout de même, la possibilité de discuter avec les ARS pour une compensation partielle pour la perte d'activité. Concernant les centres de santé, donc dans les centres de santé, les maîtres de stage sont salariés du centre de santé. Il n'y a donc pas cette perception de la part AMC et c'est le centre de santé finalement qui met à disposition le matériel et qui accueille également le docteur junior. Dans ce cas de situation, le maître de stage pourra toujours percevoir les 600 € d'honoraires pédagogiques en COSP s'il désire conserver cette activité de salarié par l'UFR. Les 400 € éventuellement de supervision s'il supervise la PDSA du docteur junior. Et le centre de santé, lui, va percevoir la part AMC des actes des docteurs juniors. Tu peux peut-être préciser, Louise, que COSP, c'est un salaire, salarié. Tout à fait. Quand vous êtes maître de stage à l'heure actuelle des internes, vous pouvez être rémunéré par l'université soit en honoraire. Soit en salaire avec ce statut de COSP, de collaborateur qui permet d'être payé directement en salaire par l'université. Voilà. Donc, en pratique, le stage, ça concerne donc les internes qui sont maintenant des docteurs juniors en phase de consolidation. Il faudra, donc on a dit obligatoirement thésé, mais il y aura une dérogation a priori pour les soutenances pour les premières promotions.
Ça concerne les internes qui sont rentrés dans le DES en 2023, donc ils vont commencer leur phase de consolidation en novembre 2026. Le stage s'effectue en médecine générale, si possible sur 1 an sur le même lieu de stage, mais il faudra tout de même refaire le choix de stage tous les 6 mois sur la plateforme pour pouvoir prendre en compte l'ensemble des parcours des différents étudiants. Sur cette plateforme CIMOP, auquel on va pouvoir vous former avant que vous ayez besoin d'y accéder, vous inquiétez pas. Il faudra que le docteur junior dépose son CV et sa lettre de motivation, puisse mettre ses vœux de choix de stage, et les maîtres de stage, eux, vont être une présentation de leur terrain de stage et vont classer les internes qui les auront choisis. Et après, il y a 4 tours d'appariement. Au niveau du temps, c'est donc 3 ou 4 journées de soins sur un même lieu de stage. Ce n'est pas comme les stages de niveau 2 où les internes vont sur plusieurs lieux de stage. Là, la volonté, c'est vraiment qu'ils soient dans un territoire fixé, donc c'est sur un seul lieu de stage. Et puis, si le docteur junior n'a que 3 jours de soins sur ce lieu de stage, parce qu'il n'y a pas la possibilité d'accueillir un 4e jour, il y aura un 4e jour qui peut être autre, soit sur la coordination de projets de santé dans la CPTS, soit une activité de PMI, de santé sexuelle, en EHPAD. Enfin voilà, il y a différentes options qui sont possibles. Et il y a toujours une journée d'enseignement, de travail sur le projet professionnel par semaine. Le but, c'est vraiment que le docteur junior gagne en autonomie, en professionnalisme, et qu'il puisse découvrir l'organisation des soins d'un territoire et s'intégrer dans le territoire. Sur les journées de soins, donc on a dit c'est 15 à 25 consultations par jour, 15 à 25 consultations par jour avec la création d'une file active. Il est écrit notamment dans un courrier du ministre qu'il y a une volonté de ne pas dépasser 2400 actes par semestre par docteur junior. Pour la journée libre, donc cette 4e journée, elle peut être, comme j'ai dit, sur des projets de coordination ou sur des projets de soins. Et elle doit être définie en amont sur la maquette lors du choix de stage. Sur la journée pédagogique, c'est donc fait par les universités sur un programme commun. Elle est centrée sur les groupes de pairs, notamment la volonté de faire des groupes de pairs sur un même territoire donné de soins, et sur des thématiques comme l'entrée dans la vie professionnelle, l'initiation à la pédagogie et des formations sur la psychothérapie, sur la santé numérique et la santé environnementale également. Voilà, je ne sais pas s'il y avait d'autres. On est arrivé au bout, je crois, Christian. Non, il y a encore quelques diapos. Oui. Non, ouais, voilà. C'est l'explication. Le CIMOP. Oui. Donc l'appariement se fait sur la plateforme CIMOP, qui est une plateforme nationale. Le maître de stage y présente son terrain de stage. Il peut y avoir plusieurs maîtres de stage pour un terrain de stage, mais il faudra définir un référent du terrain de stage qui, lui, aura la main sur la plateforme, sur la présentation du stage et sur les classements des internes. Le docteur junior y dépose sa lettre de motivation et son CV. Le docteur junior fait un premier classement à l'aide de cœur, et puis le référent terrain de stage classe les internes. Il y a un premier tour d'appariement, et ça pendant 3 tours, puis un 4e tour qui se fait à la main, avec les terrains de stage et les docteurs juniors qui n'auraient pas encore été choisis. Donc, il y a des documents validés qui vont de CV, lettre de motivation et présentation de terrain de stage qui vont vous être adressés, je pense, par les différentes universités. En tant que maître de stage, donc, ce qu'on vous demande, c'est d'avoir la capacité d'accueillir ces docteurs juniors 6 à 8 demi-journées par semaine en fournissant le matériel nécessaire pour l'activité du docteur junior, d'avoir une file active suffisamment importante de patients chroniques pour travailler notamment sur ces situations complexes et sur le parcours de soins de ces patients chroniques, de superviser ces docteurs juniors. Alors, ce n'est pas la supervision d'un interne de niveau 2. On n'est pas forcément obligé de revoir l'ensemble des dossiers, mais il faut pouvoir être disponible déjà pour répondre aux demandes des docteurs juniors quand ils sont des questionnements lors de leur activité. Et il y a quand même une action pédagogique à faire pour le permettre de progresser lors de cette année de stage. Un médecin doit toujours être disponible pour pouvoir aider le docteur junior s'il en a besoin. Et il y a donc une formation dédiée docteur junior qui devrait être mise en ligne
courant du mois normalement. On attend encore quelques retours de l'ANDPC pour pouvoir la mettre en ligne. C'est une formation de 3 heures qui se fait en distanciel avec des vidéos formatives et des petites questions. À la fin de cette formation, vous aurez une attestation et au cours de la formation, on vous aide à remplir notamment votre description de terrain de stage. On vous explique comment fonctionne la plateforme d'appariement. Et donc, il y a tout un process d'agrément qui est en cours. Et donc, nous, on a besoin de fournir la liste des maîtres de stage à agréer courant du mois de mars, du mois d'avril, pour que l'ARS puisse agréer l'ensemble des maîtres de stage pour la consolidation. Voilà. La formation, c'est ce que je vous ai dit. Donc, il est conseillé quand même d'avoir fait avant une formation initiale à la supervision d'interne, puis la formation complémentaire spécifique pour l'accueil des docteurs juniors. Très conseillé également, si vous ne l'avez pas fait, de faire la formation complémentaire de supervision indirecte, qui est possible également sur la NDPC. Là, c'est l'ensemble des chargés de mission. Donc, on a dans chaque université des personnes dédiées vraiment sur la phase de consolidation qui peuvent vous répondre sur l'ensemble des questions que vous pourriez avoir ou nous faire remonter les questions, à l'ARS si c'est des questions qu'on n'a pas encore eues, auxquelles on ne sait pas répondre. Et ça, c'est les formations alors, pour la maîtrise de stage, pour la supervision des internes, si vous souhaitez y participer. Et comme je vous l'ai indiqué, la formation spécifique docteur junior est bientôt disponible. Tout à l'heure, on communiquera largement dès que vous pourrez vous inscrire. Merci beaucoup. Merci Louise. Louise, juste une précision, je crois, et je voudrais le valider, c'est qu'on est d'accord que la formation en visio au docteur junior, c'est une formation complémentaire non rémunérée. C'est une formation complémentaire. En effet, la formation alors, est payée par la NDPC, mais il n'y a pas d'indemnité. Voilà. Ça dure, vous pouvez la faire pas d'un coup en 3 heures, vous pouvez la faire par petits bouts. C'est ça. Ça prend à peu près 3 heures. Ok. Non, parce qu'on m'avait posé la question. C'est l'équivalent des anciennes formations FAF, en fait. Oui, c'est ça. C'est parce qu'on m'a posé la question. Donc, il faut valider le fait que ce n'est pas indemnisé. Non, malheureusement, elle n'est pas indemnisée. Place aux questions. Lâchez-vous. C'était trop d'informations. Docteur Vignon, bonjour. Alors, docteur Vignon d'abord. Il faut enlever le micro, docteur Vignon. Il faut ouvrir votre micro, le docteur Vignon. Katia. Bon, si Katia pas le temps que Katia ouvre, est-ce que le docteur Estadieux peut poser sa question? C'est à moi. Bonjour à tous. Déjà, c'était très clair. Merci beaucoup. C'était parfait. Puis on peut avoir le diaporama après, mais c'était très, très clair. Moi, j'ai une question en tant qu'à la fois MSU et présidente de CPTS. Dans la 4e journée, vous avez dit que ça serait ou de la coordination ou du soin. C'est-à-dire qu'en fait, si on vous propose des choses à faire, il faudra que la fac valide quand même. Il faut qu'on fasse un travail avec vous, il faut qu'on travaille en collaboration et que ce soit validé par la fac, je suppose. Oui, tout à fait. En fait, lors du choix, donc là, il y a la phase de recrutement des maîtres de stage, d'agrément. Ensuite, on va devoir déposer les maquettes et les présentations des terrains de stage sur la plateforme CIMOP. Et l'ensemble des jours de maquettes doivent être présents sur cette plateforme CIMOP avant le choix. Et donc, du coup, on a besoin de savoir en amont. Donc, nous, ce qu'on propose en général, c'est soit quand il n'y a que 3 jours de soins, parce que c'est vrai qu'en Ile-de-France, on a quand même du mal à libérer des cabinets 4 jours. Hein. Donc, nous, on a en tout cas largement communiqué sur cette 4e journée pour que ça puisse servir notamment dans les territoires. Ce qu'on souhaite dans la plupart en tout cas en Ile-de-France,
c'est que cette 4e journée, elle ait du sens avec ces 3 jours de soins. Donc, soit le maître de stage qui propose ces 3 jours de soins est déjà en lien avec des acteurs sur le territoire et voilà, arrive à faire cette 4e journée. Soit il nous dit, moi, j'ai pas d'idée pour la 4e journée. Et dans ce cas-là, on essaye de revenir, nous, sur les différents acteurs qu'on a sur le territoire, éventuellement avec l'aide des délégations départementales ARS qui ont aussi des liens avec les PMI, pour trouver une 4e journée sur ce même territoire de soins pour que ça ait du sens sur la maquette. Mais la question en pratique, vous comptez travailler, parce qu'on a été contacté déjà par plusieurs facs et nous, on va les contacter aussi. Vous, par exemple, par rapport aux CPTS qui ont à la fois du soin, on a par exemple tout ce qui est dépistage et tout, qui pourrait être considéré comme du soin, mais on a aussi la coordination, comment se coordonner, donc on a les 2 casquettes. On va travailler tous ensemble, c'est-à-dire on va se mettre autour d'une table, PMI, EHPAD et tout ça, par région, ou c'est vous qui attendez qu'on vous contacte et c'est vous qui faites le lien entre nous tous. C'était ça ma question. La proposition peut-être, bonjour docteur Estadieux, la proposition que nous faisions au niveau départemental, c'est de créer, et on l'avait évoqué ensemble, une banque de questions territoriales qu'il faudrait ensuite partager avec les facs pour que vous puissiez nous faire un retour pour voir si ça correspond bien à l'idée de la maquette. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous viendrait? Et si oui, à quelle échéance il faudrait que vous envoyiez cette banque de missions territoriales? En fait, l'idée, c'est de se dire qu'une fois qu'on a à peu près la carto des terrains de stage pour nos docteurs juniors dans le département, autour de ce terrain de stage, on essaye de trouver 1 ou 2 missions territoriales pour laisser le choix aussi au docteur junior de ce qu'il a envie de creuser. Et pour avoir ce document qui recense toutes les propositions de missions territoriales qui sont faites par les acteurs essonniens. Est-ce que cette démarche, elle vous paraît satisfaisante côté fac? Et voilà, quel est le calendrier qu'il faut respecter pour que tout ça puisse être validé en temps voulu? Est-ce que Louise et Frédéric ou Raphaël, est-ce qu'il y a au niveau de la coordination Île-de-France un travail pour écrire une fiche de présentation de la 4e journée qui serait adressée aux différents départements, territoires, et on peut déléguer en effet aux départements et aux CPTS et aux structures de soins dans chacun des départements le fait de remplir un projet de 4e journée qui nous permettrait de plus facilement valider la cohérence de cette 4e journée avec les cycles de stage ambulatoires. Donc, je pense qu'il faut vous pouvez nous aider, nous accompagner là-dessus, mais du coup, il faudrait peut-être structurer à la coordination Île-de-France des stages une fiche type 4e journée avec propositions, objectifs, modalités, pratiques, et voir si ça peut aider les départements et les CPTS à remplir cette fiche. Frédéric? Oui, tout à fait. On avait abordé ça. Et du coup, normalement, Pascaline, qui coordonne l'ensemble des chargés de mission, elle devait rédiger quelque chose. Après, sur le papier, oui, je pense qu'on a envie de fonctionner comme ça. En termes de calendrier, je pense que malheureusement, on est vraiment dans l'urgence de tout. Et donc, comme il y a des territoires où, malheureusement, on a du mal à coordonner tout ça parce que dans les territoires, il y a des maîtres de stage qui sont déjà très en lien avec les CPTS. Donc, en fait, si on demande à tous les acteurs des territoires de faire remonter à l'ARS, alors qu'en fait, on sait déjà comment ils vont fonctionner sur le territoire, je ne saurais pas vous dire ce qui va être le plus efficient, quoi. Moi, je trouve ça... Encore, faites-nous confiance. On a, en tout cas, sur le département de l'Essonne, on a lancé cette coordination où toutes les CPTS et tous les médecins volontaires sont associés. Donc, on voulait simplement revérifier avec vous que cette idée de document un peu unique partagé avec vous convient. Je pense que l'idée du professeur Gassarossian d'avoir une fiche un peu type, ça permet aussi de ne pas vous envoyer des trucs en vrac et un peu de manière homogène. Ce qu'il nous faut, c'est un peu une deadline qui soit réaliste parce que j'entendais la date de fin février, mais en fait, avant ça, il faut quand même qu'on soit sûr de la cartographie de nos MSU, parce qu'on ne va pas inventer des 4e journées à 20 km, ou 20 km, j'exagère un peu, à 10 km ou à 15 km des lieux de stage. Donc, il faut que ce soit un calendrier raisonnable. Et j'en profite pour une deuxième question qui m'a été posée par beaucoup de médecins et à laquelle je n'ai pas su répondre parce que les décrets ne prévoient pas. C'est est-ce que sur le lieu de mission territoriale, il faut un médecin formé à la maîtrise de stage? Ça, c'est un sujet parce que clairement, pour nous, ça va être très bloquant dans un département comme fait un peu le porte-parole des CPTS et des médecins du territoire.
s'il y a cette condition comme étant une condition fixe, alors que le décret ne le prévoit pas, il y a plein d'endroits dans lesquels les docteurs juniors ne pourront pas aller approfondir leur mission territoriale. Par exemple, dans nos EHPAD ou dans nos structures ESMS pour personnes en situation de handicap, il n'y a pas toujours un MSU qui sera formé d'ici à l'arrivée de la première année, enfin de novembre 2026. Donc ça, c'est un point important à préciser peut-être. Ouais, tu veux répondre, Frédéric, ou comme tu veux? Bah, vas-y, Louise, je crois que tu es bien partie. Ouais. Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a deux situations. Soit sur cette quatrième journée, pardon, pas quatrième année, mais les deux sont vrais. Soit sur cette quatrième journée, il y a une activité de soins, parce que là, je vous entendais parler d'aller dans des structures de soins. Et dans ce cas-là, il faut qu'il y ait une supervision par un maître de stage. Le docteur junior, il ne peut pas aller faire du soin sans qu'il y ait de maître de stage qui supervise cette journée-là. C'est impossible. Après, est-ce que cette supervision, elle peut être indirecte à distance? Ça, c'est possible. Oui. Donc, et donc, ce serait son M qui serait son superviseur. Bah, oui, mais est-ce que la personne qui a son téléphone peut arrêter son micro, s'il vous plaît? Il faut que le maître de stage il soit d'accord, parce que moi, par exemple, si vous me demandez de superviser une maison de retraite qui est dans la ville d'à côté, que je ne connais pas, avec un territoire que je ne connais pas, je ne serais pas très enclin à faire ça. D'où l'idée de la banque départementale, enfin banque, c'est pas le bon mot, mais de ce travail fait au niveau départemental, parce que, et je le dis, après avoir déterminé le nombre de MSU dans le département, parce que ça veut dire qu'on va se tourner vers les MSU avec les CPTS pour leur dire où est-ce que vous souhaitez que votre docteur junior puisse faire sa quatrième journée. Et donc, évidemment, ce type de situation où le médecin généraliste ne connaît pas l'EHPAD d'à côté, ça n'arrivera pas, parce que ça n'aura lieu que si le médecin est déjà engagé avec l'EHPAD dans certaines démarches, est en confiance pour le faire. Enfin voilà, ouais, je dis pas, mais ça peut être la PMI, évidemment, d'autres structures. Oui, on a tout à fait le même état d'esprit, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment essayer de co-construire cette quatrième journée en coordination avec le projet de soins et donc les maîtres de stage qui l'accueillent sur les 3 jours, puisque c'est ce qui sera le plus facile en termes de supervision, le plus enrichissant, je pense, pour le docteur junior en termes de coordination de sa maquette de stage et des différents projets de soins. Après, si cette quatrième journée, il n'y a absolument pas de soins, c'est mettre en place des projets territoriaux de santé publique sur des thématiques comme la périnatalité, la santé des jeunes, enfin, il y a plein de thématiques. Là, cette supervision d'activité qui, du coup, est pas une activité de soins, elle peut être déléguée par le maître de stage au coordinateur de la CPTS qui va encadrer le docteur junior sur l'écriture du projet de soins, sur l'élaboration du projet de soins, l'évaluation du projet de soins, quoi. Le docteur Vignon. Oui, ça y est, je me suis connectée. Bonjour à tous. Sur cette quatrième journée, est-ce qu'on peut imaginer faire des visites à notre docteur junior? Première chose. Et puis deuxième chose, juste repréciser, je crois qu'il est censé travailler du lundi au vendredi, mais est-ce que c'est envisageable de le faire travailler le samedi matin? Alors, sur les visites à domicile, vous pouvez même l'envisager sur le jour 1, 2 et 3, sur l'ensemble des jours, puisque les visites à domicile font partie de l'activité des médecins généralistes, donc c'est tout à fait faisable. Et notamment, ce que je dis à certains maîtres de stage où ils sont dans des structures où ils peuvent être plusieurs maîtres de stage, parce que vous ne pouvez pas avoir 2 docteurs juniors. Vous pourriez, si vous avez votre local, justement, vous dites 3 jours, c'est dommage, moi les 2 autres jours, j'ai aussi mon local qui va être vide. Imaginez que vous avez un DJ pris en charge par un des maîtres de stage de la structure qui va faire 2 jours et demi de consultation sur place et une demi-journée de visite à domicile, et l'autre DJ qui du coup complète la maquette en faisant 2 jours et demi de consultation et une demi-journée de visite à domicile. Sur le samedi, les docteurs juniors restent des étudiants et donc c'est pas sur leur temps de travail le samedi à l'heure actuelle. Oh, attends. T'es pas d'accord, Frédéric? Ah non, le samedi matin, c'est comme à la fac et c'est comme à l'hôpital, ils peuvent aller travailler le samedi dans les cabinets médicaux, sauf qu'ils doivent rattraper dans la semaine. Oui, à mon avis, ce sera à négocier en bon accord entre le docteur junior et les maîtres de stage. Oui, absolument. Mais en fait, il faut que ce soit marqué sur la maquette. Si vous décidez qu'il doit travailler un samedi matin, alors nous, ce qu'on donne comme consigne, ça ne peut pas être tous les samedis, c'est un samedi sur 2.
D'accord. Et il doit rattraper dans la semaine. Moi, l'idée du samedi matin, c'était pas en plus de bien sûr. 34 jours. Bien C'était sûr, justement c'est à la place. Bien sûr. pour avoir le cabinet, la disponibilité du cabinet. Katia, D'accord. oui, s'il récupère dans la semaine, il récupère sa demi-journée. Ah ouais. Parce que je me disais, si j'ai pas assez Il de y avait cabinets, Dominique je qui peux- voulait poser une question. Oui, il y avait Dominique Dreux, il y a Madame Lesage aussi. Et Katia a posé la bonne question que je voulais poser, elle a répondu, Frédéric, sur la notion de visite à domicile, parce que, et puis tout à l'heure, vous avez évoqué la notion de supervision indirecte. C'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement bloquant. On peut pas imaginer, même les internes, moi, mes internes, même niveau 2 ou pas niveau 1, ils allaient faire des visites à domicile, et on peut pas être avec eux, sinon ça sert vraiment à rien. Donc il n'y a pas un maître de stage collé au docteur Non. Julien. Je crois que c'est une notion qu'il faut quand même continuer à préciser et à faire passer auprès des médecins, parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait rester bloquant. Et donc, tu confirmes que la visite à domicile, c'est le lieu de stage. Le maître de stage n'est pas avec le docteur junior, on est bien d'accord. Et dans la même veine, et j'imagine que si le docteur junior va faire des visites en EHPAD, de l'EHPAD avec le maître de stage, avec lequel il travaille, sur un lieu qu'il connaît, on ne va pas lui demander d'aller à l'EHPAD accompagné avec son maître de stage, on est bien d'accord. Non, on est bien d'accord. Oui. Ce qui Bon. était dit dans les textes, en fait, c'est que les docteurs juniors ne peuvent pas être mis dans un lieu de soins où il n'y a pas de médecin thésé. Parce qu'il y avait, c'était pour un peu contre l'idée qu'on allait créer des lieux de soins déconnectés d'un lieu existant, et du coup, on allait mettre le DJ tout seul là-bas. Donc, il faut qu'il soit dans un lieu de soins où il y a déjà des médecins en activité. Mais par contre, comme vous et SN2, vous pouvez très bien vous aller en visite à domicile, votre docteur junior il consulte dans votre cabinet, et puis si il a besoin de vous, il ne faut pas que vous soyez loin pour pouvoir aller l'aider parce qu'il a un problème, une prise en charge complexe. Voilà, il ne faut pas qu'il soit tout seul et que vous soyez à la plage ou des choses comme ça. Il faut que vous soyez disponible pour pouvoir le superviser si besoin. Mais il peut tout à fait faire ses prises en charge en autonomie et en supervision indirecte. Katia, on a répondu à ta Isabelle. question? Oh oui, tout à fait. Ah ouais. Ok. Madame Lesage? Oui, bonjour. Alors moi, j'ai choisi de participer à cette réunion parce que jusque-là, je n'étais pas tout à fait partante pour le docteur junior et la ville d'Évry dans laquelle j'exerce a changé de zonage. On est maintenant en ZIP. Donc c'est plus attractif effectivement pour les internes éventuellement en stage. Et on a effectivement également une petite prime. Et donc je me pose en fait plein de questions sur le docteur junior. Actuellement, j'accueille des niveaux 1 et des niveaux 2. Donc j'ai des étudiants en cabinet 4 jours par semaine. Si je décide de prendre le docteur junior, ce sera à la place du niveau 1 et du niveau 2. Sinon, je ne vais pas y arriver, moi. Et donc, je voulais savoir si ça pouvait quand même être intéressant pour la fac, parce qu'en fait, on ne peut pas être sur tous les chantiers, combats en même temps, quoi. C'est une grande question. Ouais, après, je pense que on peut avoir des maîtres de stage, ça va être le cas, qui prennent des DJ pendant un an, et peut-être après vont basculer sur des niveaux 2. Bon, le niveau 1, c'est encore une autre, c'est quand même très particulier parce que c'est pas du tout la même supervision. Après, peut-être une notion à avoir pour vous au niveau des cohortes à venir. A priori, il devrait y avoir une cohorte en Île-de-France, mais ça fait 3 ans que tous les ans on nous dit ça et qu'on n'a pas encore eu trop de bons. Christian, tu me corriges si je me. Voilà. Mais, parce que les étudiants, avec les différentes réformes, ils redoublent ils redoublent. Et donc, là, ça fait 3 ans qu'on nous dit à chaque fois qu'on va avoir une très grosse cohorte à venir. Donc, là, de nouveau, on nous dit qu'à la rentrée, on va avoir une très grosse cohorte à venir. Donc, je pense que les DMG seront tout à fait contents que vous gardiez votre SN1 parce qu'on va avoir vraiment besoin de beaucoup de maquettes de SN1. Pour les maquettes de niveau 2, à contrario, c'est fort possible que l'année prochaine, donc on attend de voir un petit peu les projections, on va communiquer avec ton maître de stage prochainement. C'est fort possible que l'année prochaine, on ait une baisse importante, relative de nos internes qui vont devoir faire un niveau 2. Et donc on va prévenir nos maîtres de stage qu'il est possible que toutes les maquettes de SN2 ne soient pas pourvues l'année prochaine. Donc dans ce cas-là, c'est peut-être plus intéressant de prendre un docteur junior pour s'assurer d'avoir un étudiant en supervision indirecte si on n'est pas sûr de pouvoir fournir des étudiants pour tous les SN2. Voilà. En fait, ce qui est prévu
ce qui est prévu qui sera autorisé, c'est d'avoir au maximum 2 étudiants, c'est-à-dire ou un docteur junior et un SN1, ou un docteur junior et un SN2, mais pas un SN1, un SN2. Voilà, pas un SN1, pas un SN2 et un docteur junior à la fois. Et autant pour un maître de stage désigné. Voilà. Et autant d'externe Attends, d'externe que je veux. Oui, alors j'ai l'externe aussi et tutorien. Mais donc, du coup, quand j'ai la N2, j'ai l'externe. Quand j'ai la N1, bah, j'ai pas l'externe. Effectivement, ça m'est déjà arrivé de ne pas être choisi sur les sites de stage N2 parce que Evry ne fait pas rêver. Mais je pense que la carotte de la ZIP pour les internes, quand même 1000 € plus par mois, ça peut les faire venir dans cette histoire un peu. On a des besoins. Ouais, c'est à réfléchir, quoi. Ouais, mais Isabelle, tu as vu que sur toute l'île de France, il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est pas ZIP, ZAC et QPV. Hein. Donc, oui, c'est vrai. Attention. Oui, mais alors, la prime maître de stage, c'est pour ZIP, ZAC et QPV, mais les internes, c'est que ZIP pour les internes. Voilà, donc ils vont plutôt avoir intérêt à aller en ZIP pour toucher 1000 € de plus. Oui, c'est ça. Et comme on vient de passer Evry en ZIP, on était en ZAC avant, on vient de passer en ZIP. Voilà. Tu as toutes tes chances, Isabelle. Les chances. Je module un tout petit peu sur les 2 étudiants par maître de stage. C'est 2 étudiants la même journée, parce qu'on a aussi des maîtres de stage, par exemple, qui vont avoir une seule journée. Qui vont avoir un N2 3 jours, ils peuvent très bien avoir un DJ. Absolument, absolument. Oui, c'est on ne peut pas accumuler le même jour, mais on peut pas. C'est ça qui est important. On ne peut pas accumuler tout le monde le même jour. Sophie Rachou? Oui, merci pour toutes ces précisions. Moi, qui suis à Vers-le-Petit, qui suis un peu plus dans le sud Essonne, et comme on a la chance d'avoir l'ARS, on a des gros problèmes sur les logements. Sur notre secteur en fait, et quelquefois ils ont des difficultés pour se loger, et on va avoir le même problème pour les DJ, et on n'a pas trouvé de solution dans notre secteur. On a quand même pas mal on a eu quelques refus, en particulier de la PHP qui n'est pas très loin, et la CPTS à l'époque avait quand même pas mal cherché, et donc on a des vraies difficultés dans notre secteur. En plus, on a beaucoup de maîtres de stage dans le sud Essonne, mais par contre, on n'a pas de logement à leur proposer. Alors, le département peut aider. Le département, parlons-en du département. Parce que le département, il y avait des logements à la piscine de Mency, mais sous prétexte que c'est des internes et des futurs médecins, on a dit que ce n'était pas le logement adapté, et que la CPTS était retoquée sur ces logements-là. Alors, pour le coup, merci au docteur de poser la question, puisque pareil, dans la coordination territoriale qu'on vous propose depuis maintenant plusieurs mois, il y a évidemment un pilier de mobilisation des collectivités locales, le logement, mobilité, plan. On arrive à un âge où on peut aussi se retrouver en situation d'avoir une famille à charge. Et donc là, pour le comprendre, le bâton pèlerin auprès de l'ensemble des EPCI. Je vous ai pioché la tête, mais si, il est bien pris, le bâton pèlerin, auprès de l'ensemble des EPCI et des communes qui répondent plutôt favorablement. Après, il faut aussi leur laisser un peu de temps de pouvoir voter le fait de dégager tel ou tel logement dont ils ont la charge auprès d'un docteur junior. Mais on voit bien, il y a quand même beaucoup de communes qui sont très mobilisées, les 2 EPCI qui sont mobilisées. Je pense que ce qu'elles veulent, c'est avoir une bonne vision de là où vont être les docteurs juniors, et donc là où sont les MSU, pour pouvoir non pas c'est pour rien, enfin, ce qui se passe, c'est dans votre vie, il va y avoir un docteur junior sur votre interco. Comment est-ce que vous l'accompagnez? Et là, nous, on a plutôt des retours très positifs sur la volonté d'accompagner. Après, là, vous donnez un exemple sur le conseil départemental. Nous, on est évidemment à disposition pour prendre notre bâton pèlerin auprès du conseil départemental et essayer de débloquer. Si c'est pas Mency, c'est peut-être ailleurs. Mais voilà, pour vous dire qu'on a quand même plutôt des échos très positifs. Mais ça va être sur des grosses communes. Sur les petites communes du sud d'Essonne, est-ce que ça va être aussi facile? C'est peut-être pas dit. Hein. Peut-être pas les mêmes moyens que des grosses communes comme Évry, par exemple. Et vous avez raison, dans ces territoires-là, c'est plutôt au niveau de la maille intercommunale que ça se joue. Et donc, ce sera peut-être pas sur la commune, mais voilà, mais ce sera en proximité. Et on voit bien, il y a un intérêt très fort pour faciliter la vie du docteur junior qui viendrait. Mais je pense que ça se concrétise dans la phase 2, j'ai envie de dire, c'est-à-dire la phase après qu'on a déterminé là où seront les docteurs juniors dans notre territoire. Et pour ça, il faut avoir une bonne vision des MSU qui souhaitent accueillir des docteurs juniors. Et alors,
moi je regarde, j'ai Christine Estadieux, Cécile Crozat et Valériane Bonifay qui veulent parler. C'est bon? Donc, Christine Estadieux. Oui, oui, je suis là. Je voulais compléter par rapport au délai en fait que vous nous donnez pour faire tout ça. C'est-à-dire que déjà, quel est le délai maxi pour que les MSU se montrent, ils disent voilà, on est intéressé. Quel est le délai maxi pour vous donner les plaquettes de la 4e journée? Voilà, parce qu'on a quand même besoin de s'organiser puisqu'on a toutes les CPTS, on va avoir ce travail à faire, hein, et les MSU aussi, c'est-à-dire on a un peu tous les deux casquettes là autour de la table, et voilà, pour nous donner un peu des deadlines, quoi, qu'on sache, qu'on puisse s'organiser et faire travailler, parce qu'on va pas être seul à faire tout ce travail-là. Voilà, et c'est un peu ce que vous disiez, Monsieur Faas, hein, qu'on sache un peu où on va, quoi. Voilà. Je dirais au plus vite parce que tout le monde reçoit les pressions. Le ministère, la DGOS met une pression sur les ARS mettent une pression sur les délégations départementales, et tout le monde met la pression générale pour dire donnez-nous la liste maître de stage agréé pour recevoir un maître de stage de docteur junior. Donc le plus vite sera le mieux. Maintenant, s'il faut puisque je pense qu'on a promis aux ARS, Louise, Frédéric, la liste courant avril, non, c'est ça, c'est pas Même ça? avant. Même avant. Même avant, mais ça ne va pas être Normalement, on devait les avril, donner donc vous fin avez 2 février, mois. mars. Voilà, vous avez 2 Mais en mois. Si je puis me permettre, pour ce qui est des docteurs juniors, quand même, on a, dans nos différentes facs, on a fait des recensements, des réunions avec Louise, on a fait etc. Et on a quand même déjà, peut-être qu'on va récupérer encore quelques maîtres de stage et on en sera tout à fait ravis, mais on a quand même une idée des médecins. Donc ça, les médecins, on les a. Après, sur la 4e journée, la CPTS, etc., ça dépend si c'est le docteur qui est responsable de l'autre, des 3 autres jours, qui rentre qui propose la CPTS, et ça va être assez facile. Si c'est des PMI, etc., on a des contacts avec les PMI, et donc ceux-là aussi, on va les trouver. C'est si vraiment il y a une organisation avec 3 jours et il nous manque une 4e journée, ou peut-être que là, il va falloir ajuster au dernier moment. Mais je pense qu'il ne faut déjà pas vous creuser sur des projets à grande échelle. Il faut déjà dire CPTS, participation à un projet, une mission de la CPTS, etc. Et puis, on aura du temps pour mieux l'affiner après. Exactement. Et pour le nombre de docteurs juniors, le nombre de sites, on en a quand même une idée à la marge. J'espère qu'on en aura 3-4 de plus par fac, voire 10. On est ravis que vous soyez là et on est très contents. On espère en récupérer quelques-uns. Mais on a déjà pas mal contacté, écrémé, essayé de faire que ça fonctionne. Mais il faut au plus vite. Donc, il faut des projets peut-être pas complètement finis, mais au plus vite. Fin février, mars, c'est quand même ce qui est important. Peut-être, bonjour Clémence Lemarec pour ACPAM de l'Essonne, pour peut-être aussi diffuser à l'ensemble des médecins généralistes du département. Est-ce que vous auriez la maquette, le document à vous remonter qu'on pourrait diffuser par exemple aux médecins avec la date butoir pour voilà, qu'ils aient le document à remplir? C'est déjà fait, mais je ne suis pas sûre qu'on les fait par la CPAM. Si vous voulez, les docteurs, les médecins, mais on peut réenvoyer. Vous pouvez réenvoyer à tous vos médecins si vous voulez. On peut tout à fait vous renvoyer un truc. Vous avez vu dans la présentation qui vous a été faite, c'est que pour les médecins généralistes qui sont déjà maîtres de stage, ça ne va pas être très compliqué de suivre la formation en ligne. Le problème, c'est vraiment des médecins qui ne sont pas maîtres de stage, qui dès nouveau voudrait devenir maître de stage de PAMSU, c'est de se mettre dans les starting blocks pour pouvoir recevoir un docteur junior, alors j'allais dire en novembre, mais le problème c'est qu'il faut avoir l'agrément en amont et pouvoir mettre le site sur le CIMOP. Et donc là, il y a un petit peu plus d'urgence. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de votre aide, de la CAPAM, du département, des CPTS et autres, c'est de repérer des médecins généralistes qui, jusqu'à maintenant, ne voulaient pas prendre un interne junior, la première phase SOC, voire la phase d'approfondissement, et qui sont intéressés pour le junior. Je vois ça des médecins spécifiques, ceux qui sont, comme moi, les cheveux grisonnants, ou comme Dominique,
cliniques qui ont pris leur retraite et donc qui veulent avoir un docteur junior à accueillir sur leur site dans une période de passation éventuellement, puisque je vous rappelle qu'il y avait 2 poules de docteurs juniors potentiels, de maîtres de stage de docteurs juniors potentiels, ceux qui allaient accueillir de manière régulière dans leur structure de soins ces docteurs juniors, et puis ceux qui ont envie de ferrer un docteur junior dans leur structure, et puis s'il y a affinité, si les choses se passent très bien, éventuellement à l'issue de son année de docteur junior, il reste dans la structure de soins ou à côté de la structure de soins. Donc voilà un peu les 2 profils, et donc pour ceux-là qui ne sont pas maîtres de stage, il y a un peu urgence au recrutement parce qu'ils doivent déjà faire une formation à la maîtrise de stage standard, j'allais dire, le SIAMS 3 qu'a présenté Louise, avant de suivre la formation spécifique au docteur junior. Oui, ça, je veux peut-être un petit complément accompagné d'une question. Moi, de ce que je comprends, c'est que pour accueillir le docteur en novembre, il faut avoir l'agrément en septembre et qu'on peut déposer son offre de stage sur CIMOP sans encore avoir l'agrément. Et donc ça, c'est une info c'est une info qui m'a été donnée par le docteur Legrand, qui n'est pas forcément la fonction, mais ça permet aux médecins, si on a un docteur junior, de pouvoir se lancer dans la formation au plus vite, tout en déposant sur CIMOP et ne pas manquer le coche. D'autant que, et ça c'était mon petit complément d'information, mais sous votre contrôle, j'y rajoute une question. Il est souvent demandé par les médecins, notamment en Grande Couronne et dans le département de l'Essonne, c'est très présent, de pouvoir organiser avec les facultés des formations délocalisées, on va dire, sur le territoire essonnien. Il y en a déjà une qui a lieu sur le territoire du docteur Estadieux, que je remercie d'avoir, sur laquelle elle s'est engagée. Et ce qui serait envisageable pour, en mode voiture-balai, essayer de récupérer un maximum de médecins généralistes, d'en organiser une autre d'ici à la dernière phase d'agrément de septembre. Mais, on a l'habitude de travailler par Louise, vas-y. On pourrait faire une formation délocalisée, Frédéric, et Raphaël et Louise. Oui. On peut faire une formation dédiée. Il faut juste qu'il y ait des médecins. Et autour de la table, des experts de ces séminaires, donc ça peut aller, quoi. On peut le faire entre nous. En fait, Louise. Sincèrement, celle qui a été organisée, il y a eu. Attendez, stop. Non, vas-y. Allez-y. C'est le docteur Legrand, Legrand qui l'a organisé, et il y a eu des médecins de toute l'Essonne, et ils étaient tous très contents. C'est-à-dire qu'on a vraiment, on a mutualisé l'action, et justement, moi, je comptais contacter Frédéric et puis aussi peut-être Christian, que je connais moins, pour essayer de refaire ça. Je vois qu'il y a Valériane autour de la table, donc elle va pouvoir nous dire ce qu'elle en pense. Parce que c'est vrai que ça facilite beaucoup. Hein. Et voilà, je pense qu'il faut, si on pouvait refaire la manip, ça serait pas mal. Voilà. Okay. Il y avait Cécile Crozat avant Valériane. Cécile Crozat et après Valériane Bonifay. Juste Christine, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Oui, pardon. Pour répondre Merci. et aux informations qui ont été apportées là par la délégation départementale, il est tout à fait possible de délocaliser. Là où il faut faire attention, c'est quand même qu'il y ait suffisamment de maîtres de stage, parce qu'on a aussi des expériences où on a délocalisé, puis au départ, il y avait 20 inscrits, puis finalement, il n'y en avait que 6. Donc, comme ça demande quand même beaucoup d'énergie aussi, il faut vraiment s'assurer qu'il y ait un nombre minimum de participants. Ça, c'est le premier point. Après, j'ai entendu plusieurs informations, je voudrais juste y revenir avec un petit bémol. Oui, il est possible de demander l'agrément directement sur la plateforme CIMOP. À l'heure actuelle, il me semble que ce n'est pas du tout la volonté de la RS Île-de-France, puisque la RS Île-de-France nous demande de passer d'abord par une autre plateforme régionale qui transférera directement les maquettes de stage sur CIMOP. Donc peut-être que ce n'est pas un message à diffuser, mais je vous laisse voir directement avec votre direction. Et ensuite, l'agrément de septembre, je pense qu'il ne faut pas compter sur... on agréera les maîtres de stage en septembre, parce que normalement, quand ils sont sur CIMOP, ils sont déjà agréés. Et la présentation des terrains de stage sur CIMOP, elle se fera au mois d'août. Il faut que les maîtres de stage se connectent à CIMOP avant le mois d'août. Donc, il faut qu'ils aient eu leur agrément avant le mois d'août. Donc, voilà, il faut peut-être juste des petits bémols sur ça, quoi. Et par contre, je suis désolée, je vais devoir vous abandonner à 10h30, toutes mes excuses. Merci, Louise. Oui. Cécile. Si tu permets, juste pour dire... on est dans la première phase, la première année c'est expérimental, donc on va faire au mieux.
il est évident que pour les départements de médecine générale, notre priorité, c'est que les docteurs juniors puissent aller dans les stages ambulatoires. Donc, je préfère encore qu'il y ait un maître de stage qui s'est déclaré pour suivre la formation, d'obtenir l'agrément, qui se préinscrive et qui va se mettre en posture d'accueillir un docteur junior, plutôt qu'en novembre, envoyer un docteur junior à l'hôpital parce que les mauvaises langues disent que s'il n'y a pas assez de sites, ils iront à l'hôpital. Donc, ce n'est pas l'objectif de la réforme, ce n'est pas l'objectif de la formation, ce n'est pas l'objectif de l'installation dans les territoires. Nous butons déjà assez en médecine générale pour exercer à l'hôpital, alors que ce n'est pas leur fonction. On ne les a pas formés à la médecine générale pour qu'ils aillent à l'hôpital. Donc, et Louise a raison, on vérifiera quand même que les médecins qui ont demandé l'agrément suivent bien la formation, suivent bien le parcours et à la fin, et bien l'agrément de manière méritée. Mais voilà, on va essayer de s'adapter à la situation. Désolé, je redonne la parole à Cécile. Non, non, tout à fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on ne pourra pas les agréer en septembre, c'est juste ça. Après, voilà, on demande un agrément, que les DMG fassent remonter la liste des demandes d'agrément avec des promesses de formation. Exactement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Juste te dire qu'on ne pourra pas faire de liste d'agrément en septembre parce que c'est trop tard. Ils commencent le 2 septembre. Donc, Absolument. bien sûr que ce n'est pas possible. Cécile. Bonjour, ça va, vous m'entendez bien parce que j'ai des écouteurs. Super. Donc moi, je représente 7 MSU de la ville des Ulysses, en fait. On est en train de créer une MSP multisite parce qu'on a des problèmes de locaux. Et une des questions qu'on se pose, c'est la ville des Ulysses pourrait nous fournir des locaux éventuellement pour des docteurs juniors, mais ce ne serait pas dans notre cabinet même, ça pourrait être dans le même bâtiment. On est 5 MSU dans un bâtiment, en fait, et il y a un appartement de la mairie dans le même bâtiment, ou ça pourrait être dans le centre de santé des Ulysses. La question, c'est est-ce que ça, ce serait possible ou ce n'est pas acceptable parce que ce n'est pas dans notre cabinet. Alors le même bâtiment. Si c'est le même bâtiment, ça peut aller. Mais c'est le physique, en fait. Oui, on voit bien qu'en termes de supervision et de pédagogie, il n'y a pas de souci parce qu'en fait, vous n'êtes pas loin. Et donc, que vous ayez un très grand bâtiment et que votre DJ soit au 4e étage, mais c'est la même structure professionnelle, et que votre DJ soit juste la maison d'à côté, mais ce n'est pas la même structure professionnelle sur le papier, c'est un site secondaire de soins. C'est des questions en fait administratives et qui sont encore en train de discuter. En tout cas, en termes de pédagogie, le CNGE, il est favorable à ce genre de mise en place. Mais c'est sur des fonctionnements juridiques. L'ordre des médecins en particulier. Des discussions, notamment avec l'ordre des médecins, oui. Parce que c'est le problème du cabinet secondaire. Exactement. Ouais. On a un médecin de l'ordre, là, Dominique. Oui, c'est en discussion tout le temps. Moi, je fais partie de la section formation FCM, la formation médicale et complémentaire. Oui, c'est en discussion, mais en fait, l'ordre, il a des règles assez simples qui peuvent être, non pas, je dirais pas contournées, mais qui peuvent être adaptées. C'est-à-dire que, effectivement, la structure juridique dont vous parlez est importante. Le lieu d'exercice, en fait, il n'y a plus rien qui est vraiment interdit. L'article 85 du Code de déontologie permet d'avoir un site d'exercice complémentaire. La vraie question, c'est est-ce qu'il faut vraiment le demander ou pas? Est-ce que le fait d'être dans le même immeuble, comme Cécile vient de l'expliquer, c'est la même adresse? Est-ce qu'il faut que le bail soit transmis au Conseil de l'ordre? Enfin, voilà, il y a des petits sujets juridiques que je vous conseille de regarder tous ensemble et peut-être même de revenir au Conseil national sur ce sujet assez précis, des locaux multiples, des lieux multiples d'exercice. Ouais. Valériane. Ouais. Oui, bonjour à tous, merci. Du coup, je représente un cabinet de groupe. On est 3 médecins généralistes. On réfléchit à accueillir des docteurs juniors, tout le monde ici, je pense. Et du coup, pour cela, on va devoir s'étendre et probablement prendre un cabinet un peu plus grand, ce qui devrait pouvoir se faire. Et du coup, nous, notre question, c'était est-ce qu'actuellement, la région finance des aides pour meubler les cabinets ou pas du tout? L'ARS. Ok. Je ne sais pas à quel niveau. Louise, je sais pas, Louise est partie, je crois. Ouais. Mais l'ARS a demandé que vous donniez des devis et l'ARS a dit qu'elle financerait, mais on ne sait pas à quel niveau. Ok. L'ARS du lycée n'est pas là, mais voilà, est-ce qu'on aurait aimé entendre l'engagement peut-être?
Alors, nous, au niveau ALS de l'Essonne, on est effectivement avec nos collègues pour organiser les éventuels financements d'accompagnement sur l'accueil de juniors. Ce qu'on propose aux médecins ici présents sur cette thématique, c'est de nous solliciter en direct. La plupart ont nos coordonnées. Si vous ne les avez pas, nous les mettrons dans le chat à l'issue de cette et on pourra vous informer en direct dès que les éléments de réflexion auront été finalisés de notre côté. Merci. Donc, on entend que Valérien et sa structure pourraient faire un devis pour évaluer combien coûterait ce transfert pour accueillir un docteur junior. Et dans la mesure du possible, le département pourrait. Ce serait que pour les ZIP, parce que du coup, nous, on est un plan ZIP. C'est pour ça que la délégation travaille sur le sujet, parce qu'effectivement, il y a aussi une notion de sectorisation qui est en cours. Et malheureusement, je ne peux pas à ce stade-là. Mais encore une fois, sollicitez-nous en direct. On a des pistes en cours, donc n'hésitez pas. On essaiera de vous accompagner au mieux. Le but, c'est de trouver un compromis et une solution qui vous convienne. Merci. Le mail a été mis dans le chat. Je viens de voir. Merci beaucoup. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y avait Lucie Selem. Oui, bonjour, merci pour l'organisation de la réunion. Alors moi, je représente un cabinet de groupe qui est sur Orsay. Actuellement, on n'a aucun des médecins de ce cabinet qui est maître de stage. On a vécu là un déménagement, réemménagement, bref, on était pris sur d'autres sujets. Mais du coup, là, vous semblez tous être déjà maître de stage et de tous les dispositifs et toutes les formations qu'il faut effectuer. Est-ce que vous pourriez faire un rétro-planning parce que là, nous, on est un petit peu perdus dans ce qu'on doit faire pour se mettre en capacité éventuellement d'accueillir des docteurs juniors en novembre. Est-ce que vous pourriez nous faire un rétro-planning assez clair, et je sens que là, c'est très serré, sur ce qu'on doit faire dans les mois qui viennent pour être en capacité d'accueillir des docteurs juniors en novembre, alors qu'on n'a aucun maître de stage actuellement sur notre cabinet. Lucie Selem, bonjour. Je pense que ce qui est le plus important, c'est que vous preniez rendez-vous contact avec une chargée de mission de la fac dont vous êtes éventuellement, vous voulez dépendre. Et puis, du coup, avoir cette personne au téléphone et puis prendre une visio et prendre le temps de répondre à toutes vos questions qui sont hyper importantes sur comment faire pour devenir docteur junior. Mais je pense qu'il faut absolument que vous rapprochiez la fac et que le papier, c'est bien, mais le parler avec quelqu'un et pour voir tous les points importants, c'est important. C'est essentiel et c'est ce qui va aller le plus vite. Après, je ne sais pas de quelle fac vous êtes, vous, en tant que médecin, où a été votre formation? Est-ce que vous avez une idée de quelle fac dans quelle fac de quelle fac vous voulez vous rapprocher? Et on a mis au début sur le PowerPoint, on a mis le nom des chargés de mission. En sachant que de toute façon, lui, il dépend de l'Île-de-France, mais vous êtes forcément rattaché à une fac de l'Île-de-France. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit? Est-ce que ça vous aide? Ok, du coup, a priori, nous, ce serait Bicêtre, donc on appelle la chargée de mission. Paris-Saclay, donc c'est Paris-Saclay. C'est Péril Lorenz. Non, mais c'est Péril. Voilà, merci Raphaël. Raphaël a mis dans le chat la chargée de mission qui s'appelle Péril Lorenz. Et du coup, on prendra le temps de vous téléphoner, peut-être en visio, pour pouvoir complètement préciser les choses et vous aider à avancer là-dedans. Bien sûr. Ok, merci. Et bienvenue à Paris. Ah ouais, super, c'est sympa. Katia? Oui, 2-3 petites précisions encore sur les horaires de travail du docteur junior. Parce que l'expérience fait que nos jeunes médecins étudiants et remplaçants sont sur un modèle, on va dire, d'horaire de bureau, pour dire les choses poliment. Donc, est-ce qu'on continue sur est-ce qu'on est sur effectivement ce modèle d'une part. En même temps, on est un certain nombre de structures à être en MSP avec des obligations d'ouvrir jusqu'à 19h ou 20h selon ce qu'on a choisi. Donc, on a le droit d'exploiter notre docteur junior jusqu'à 19h ou 20h. Ça, c'est la première question. La question sur le CV de l'étudiant, c'est
quoi? C'est-à-dire, on lui demande de remettre, d'indiquer tous les stages d'externe, d'interne qu'il a parcouru. C'est quoi son CV? Alors, peut-être là, sur la première question, d'abord, on n'a pas le droit d'exploiter. Le mot exploiter est gênant. Après, la question, c'est est-ce qu'il faut que est-ce que de faire travailler le docteur junior à 19 ou 20 heures est une exploitation? Ça, c'est une autre question. Donc, tout dépend, en fait, il faut que vous proposiez votre offre d'accueil du docteur junior, s'il y a des spécificités par rapport aux modalités d'exercice des soins, il faut le préciser. C'est-à-dire que vous, votre volonté, c'est que, voilà, dans la fiche, vous dites, docteur, sur tel jour, alors si vous le faites quitter tous les jours à 20 heures, à mon avis, il ne va pas aimer. Hein, d'accord? Mais si une ou deux journées spécifiques et qui veut travailler, mais il va arriver le matin un peu plus tardivement, eh ben pourquoi pas. L'élément important, c'est pas la tranche horaire. D'abord, l'histoire de la demi-journée de travail d'un docteur, au niveau interne ou docteur junior, ça n'a jamais été, j'allais dire, établi par des textes. D'accord? Mais ce qui est important, c'est le nombre de patients, comme ça a été présenté sur le diaporama. Si vous lui faites faire 6 heures de travail, il doit avoir 35 patients dans votre structure, c'est de l'exploitation. Et c'est en plus pas pédagogique, d'accord? Si par contre, il doit rester 8 heures et il voit 15 patients, et ben, qu'il veut prendre une demi-heure par patient, et pourquoi pas? Parce que n'oubliez pas que l'objectif, c'est de les former à avoir une file active de patients, surtout des patients chroniques multimorbides, se préparer à la complexité. Pour eux, ça va leur demander beaucoup d'énergie, un peu comme les internes de SN2. Donc, voilà, donc c'est du bon sens. Ils sont là pour se former. C'est une année de formation. Ce n'est pas une année de remplaçant déguisé, encore une fois, comme certains parfois l'ont cru pour les SN2. Donc, on les prépare au métier et ce n'est qu'après avoir finalisé leur année de docteur junior qu'ils vont s'installer et là, ils vont faire la journée du généraliste. Mais voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à cette première question. Et du coup, la deuxième, Frédéric, tu veux compléter peut-être? Non. Je rappelle. C'était quoi la deuxième question? Le CV d'étudiant, c'est quoi? Le CV, ah oui. Mais tu as travaillé, toi, pour la coordination. Vas-y, Frédéric. Oh non, pas sur le CV du. Le CV il y a un modèle. Il y a un modèle qui a été Les CV du docteur junior, ils vont France. vous donner un modèle. On va donner un modèle au docteur junior. C'est comme dans ta fiche de présentation sur le CIMOP, tu auras un modèle. Et c'est cette fiche de présentation où tu mettras le lundi, c'est 14h, 19h. Mais le mardi, c'est 10h, 17h. Tu vois? Tu mettras tes horaires et l'interne, le docteur junior choisira en connaissance de cause. Il ne pourra pas négocier une fois qu'il aura, c'est connu. Voilà. Mais pour être un peu plus précis sur la fiche de présentation du docteur junior, ça va être pour ses stages, limiter son projet professionnel. C'est surtout son projet professionnel. Ouais. Voilà, où il a envie de s'installer, dans quel bassin de population, pourquoi il veut choisir des médecins dans ce territoire. Voilà, ça va être ça l'histoire de l'affinité. Un docteur junior déjà en vue. Si vous êtes déjà au taquet avec allez, sera un docteur junior actuellement interne, de toute façon, il suffit que lui, il ait mis 5 heures en face de votre site et que vous mettiez 5, nous, ce n'est pas des cœurs, c'est des croix. Je ne sais plus ce qu'on met, nous. Si, vous serez des étoiles, pareil. C'est des étoiles. Et ben, ça match. Tout va, c'est bon, vous n'aurez aucune inquiétude. Vous aurez celui que vous avez choisi et avec qui vous avez déjà anticipé là cette année. Okay. D'accord? Ah ouais. Il y a Isabelle qui revient pour question. Isabelle. Exactement. C'est par rapport à ce que tu disais, Frédéric. Est-ce que c'est envisageable qu'on puisse avoir comme docteur junior un étudiant qu'on a déjà eu soit en N1, soit en N2, soit Absolument. En tant que tuteur? Oui. Absolument. Okay. Contrairement aux règles qu'on essaye d'appliquer pour le niveau 1 et le niveau 2, on recommande d'aller voir ailleurs et de ne pas faire tout au même endroit. Là, dans l'idée du projet professionnel, l'idée de s'installer peut-être avec vous ou de prendre la succession, etc., bien sûr, bien sûr. Ok, merci. Est-ce qu'on a... Oui, encore une question? Enlève ton micro, mets ton micro. Excuse-moi, le encore était tout à fait péjoratif. Je suis pas sur mon PowerPoint, donc j'ai pas la manip. Oui, moi je suis toujours un petit peu gênée par cette discussion
Frédéric et Raphaël, lors de notre réunion à la fac, je trouve qu'on n'est quand même pas très éclairé sur la responsabilité médicale. Alors, bon, il y a Dominique Dreux qui est là, je ne sais pas si il aura des éléments à nous apporter. En fait, moi, je suis toujours un petit peu embêtée parce que cette notion de supervision est effectivement plus light par rapport à un SN2, mais finalement, on n'a pas trop de modalités sur comment elle doit se réaliser. Et je suis quand même un peu gênée sur le fait que le docteur junior soit un étudiant, mais quand même est censé être thésé. Et donc là, je trouve que c'est quand même, il y a des notions contradictoires sur lesquelles j'arrive pas à être rassurée. Tout à fait. Tu as raison sur l'ambiguïté. Tu as complètement raison sur l'ambiguïté. La réforme est détournée de ses objectifs, mais pas liée seulement à nos internes de médecine générale, liée à toutes les disciplines. L'objectif, c'est justement de la réforme, c'était de dire que cette phase de consolidation, c'était après la thèse et donc un partage de responsabilité ou de responsabilisation du docteur junior. Sauf que les syndicats d'étudiants n'ont pas accepté et que dans le bras de fer avec les ministères ont été aux demandes des syndicats d'étudiants. Donc, en effet, c'est ambivalent de dire ils sont docteurs et docteurs juniors et pourtant la responsabilité n'est pas assumée par eux. Donc, la différence quand même au niveau de la supervision, c'est que ce n'est pas une supervision systématique de tous les dossiers comme il est dit pour les internes de SN1 et de SN2. C'est des supervisions à la demande du docteur junior, voire à la demande du maître de stage. Il n'est pas interdit de faire des prélèvements à l'aveugle à vue qui n'a pas eu et dont le maître de stage sait que ce patient est complexe et compliqué même, et du coup, il veut revoir avec. Parce que c'est comme ça qu'on passe pas à côté des scotos des médecins. Les médecins pensent qu'ils font alors que si on regarde bien c'est pas si bien que ça, il y a encore une marge de progression. L'objectif, c'est pas de les planter. L'objectif, c'est de les faire progresser. Et pour les faire progresser, il faut les scotos. Les scotos en supervision directe, c'est facile. En supervision indirecte, c'est plus difficile. Et pour un docteur junior, il n'est pas interdit de faire des prélèvements. En termes de responsabilité, il n'y aura aucun texte, aucun écrit qui tranchera là-dessus, malheureusement, parce que les ministères ne veulent pas s'engager. On laissera Dominique compléter par rapport à l'ordre, mais normalement, il y a une responsabilité partagée. Et en tout cas, on ne peut pas lever la responsabilité du maître de stage. D'où l'intérêt du maître de stage à bien choisir son docteur junior. Et du coup, pour les questions posées en amont, si vous connaissez déjà votre candidat, ça va favoriser. Ça va aider et en plus, ça vous permettra de tester le principe de l'année de phase de consolidation. Mais du coup, ça demande à ce que le maître de stage laisse pas la confiance totale dans tous les actes faits par le docteur junior, parce que s'il y a un problème de responsabilité médicale, la responsabilité médicale sera partagée. Mais je parle sous le regard de Dominique, qui connaît un peu plus que moi le niveau ordinal. Ouais, alors c'est un des sujets. C'est que le docteur junior, sauf si je me trompe, on va l'inscrire à l'ordre. Oui, il est inscrit à l'ordre. Oui, mais pour être inscrit au tableau de l'ordre, il faut avoir sa thèse. C'est ça que je voulais dire. Donc normalement, c'était simple pour les autres spécialités, d'après ce que j'ai compris, on les inscrit à partir du moment où ils étaient dans leur phase de consolidation, qu'ils avaient leur thèse et qu'ils étaient docteur junior. Donc là, effectivement, il y a cette phase de transition dont on parlait, donc ce statut particulier, on va dire, mais la vocation, c'est qu'il est inscrit à l'ordre. Il y a toutes sortes de responsabilités. Il y a la responsabilité disciplinaire, on va dire. Donc là, c'est la sienne. Mais le maître de stage peut aussi avoir sa responsabilité engagée. Et puis, les autres responsabilités, c'est ce qui fait va avoir. Il faut qu'il ait sa RCP, personnel, etc. Mais c'est la notion d'inscription à l'ordre qui fait la différence avec les internes qui sont aussi inscrits, mais pas au tableau. On les connaît, mais ils ne sont pas inscrits au tableau. Alors qu'à partir du moment où ils sont inscrits au tableau de l'ordre, s'il y a une plainte venant d'un patient ou d'un confrère ou de n'importe quoi, c'est leur propre responsabilité qui va être engagée. Mais on peut, comme l'a dit Christian, jamais exclure la co-responsabilité du maître de stage. Il faut que votre RCP le prévoit, c'est pas un souci, c'est un souci. C'est un souci qu'il faut avoir dans la tête, mais il faut se protéger avec une bonne assurance aussi, quelque part. Il faut se rassurer, en général, ça se passe très bien. Et n'oubliez pas qu'il y a un nombre de
de remplacement juste parce qu'ils ont validé 3 semestres de médecine générale, dont le stage de niveau 1, ce qui est une aberration totale. Et j'espère qu'à un moment donné, au CNOM, ça va changer parce que c'est intolérable. On ne peut pas dire qu'un docteur est en capacité de responsabilité après son 3e semestre, alors que là, on est encore en train de dire que le docteur junior n'est pas en responsabilité totale. À un moment donné, il va falloir un peu harmoniser les procédures. Voilà. Je crois qu'il y a des prorogations chaque année sur ce sujet de l'absence de remplacement, parce qu'il y a des problèmes, je crois, avec les autres spécialités pour une sorte d'harmonisation en fait, des maquettes. Hein. Et des autres maquettes, ils avaient la licence de remplacement après la validation de la phase d'approfondissement, ce qui n'était pas possible chez nous parce que c'était la fin du DES. Maintenant qu'il y a une phase de consolidation, il faut harmoniser avec les autres DES. Question. Maintenant qu'il va y avoir une phase de consolidation. Oui, bien sûr. Okay. Pour l'instant, juste ça, de renouveler, de proroger les dérogations, quoi. Tout à fait. Voilà, Katia. Merci. Isabelle? Oui, j'avais encore une question, c'est par rapport à la responsabilité des arrêts de travail, parce qu'on est parfois embêté sur nos statistiques quand on en prescrit un petit peu plus que les voisins. Et donc, en gros, est-ce que si mon docteur junior est un peu généreux avec ses prescriptions d'arrêt de travail, est-ce que ça risque de me retomber dessus sous forme de mise sous entente préalable ou mise sous objectif? Il y a des gens de la Sécu qui sont là, puisque là, l'avantage avec la carte professionnelle spécifique du docteur junior, on pourra distinguer ce qui est délivré par le docteur junior et de ce qui est délivré par le maître de stage. Mais je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la place de la CNAM, ou de la CPAM, pardon. Oui, c'est ce que j'allais dire. Comme les docteurs juniors ou une CPS, leurs prescriptions sont bien distinctes. Et j'en profite pour rappeler que les procédures de mise sous objectif ou mise sous accord préalable, ça ne se fait qu'après aussi avoir été accompagné par un délégué d'assurance maladie ou un praticien conseil. Et on a moins de 10 médecins qui sont concernés en Essonne sur 800. Donc, ça reste une très faible minorité. Ok. Merci. Sophie Rachouni. Enlève ton micro. Oui, justement, je voudrais rebondir là-dessus parce que c'était une très bonne question. Où en êtes-vous justement sur cette fameuse CPS exprès pour les docteurs juniors, un peu les difficultés qu'on a à avoir des CPS corrects pour nos internes? Est-ce que là, on est sûr qu'on va avoir une CPS bien ciblée ou ça va être compliqué? J'espère que ce ne sera pas compliqué, mais ce qui est prévu, c'est bien en fait le fait qu'il soit enregistré aussi au Conseil de l'Ordre. On l'enregistrera aussi après le docteur junior. Ça générera la commande de la CPS, voilà, comme toute installation d'un professionnel de santé, et ça se passe quand même bien dans la très grande majorité des cas. Moi, je vais être encore plus rassurant. D'abord, par rapport aux internes, c'était une qu'on peut demander, qu'on obtient très facilement. Je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Tout va s'enclencher très vite parce qu'il y a une raison bien simple, c'est le fait de passer la CPS du docteur junior qui va financer l'année de la phase de consolidation. Oui. Donc, l'État et toutes les structures institutionnelles ont intérêt à mettre les CPS dès le 1er novembre. Vous allez voir, tous les docteurs juniors vont avoir leur CPS, sinon l'argent ne rentre pas de l'État. J'adore, Christian. J'espère qu'on n'aura pas de bug. Mais on part très positif et donc la raison financière évitera tous les bugs. Oui. Et j'en profite aussi pour ajouter que vous savez que les docteurs juniors pourront avoir une prime selon un certain niveau de consultation. Donc, ça sera bien important qu'ils facturent tous leurs actes avec leur propre CPS parce que c'est ça qui déterminera leur éligibilité à la prime. Ça sera géré au niveau national, mais c'est bien les données enregistrées sur la CPS du docteur junior qui sont prises en compte. Bon, elles font vraiment qu'elles soient au taquet le 2 novembre. Voilà. Christine. Alors, moi, pour compléter le problème de vie quotidienne, il y a une question qui m'est souvent posée, et que je me pose aussi d'ailleurs, c'est par rapport au médecin traitant. Si le médecin junior
un patient qui est déjà un patientèle du médecin traitant, il n'y a pas de souci. Mais si ce sont des nouveaux patients sans médecin traitant, est-ce qu'on décide que le médecin junior est une sorte de médecin traitant avec un statut particulier et sinon, si le patient, par exemple, demande une inscription, il faudra que ce soit le même stage qui fasse dans ces cas l'inscription dans sa patientèle. Ça veut dire que dans ces cas-là, quid du ROSP et de toutes les... C'est une question qu'on pose souvent. Comment le travail ou le non-travail, les erreurs, comme le disait Isabelle, du junior seront comptabilisées dans le ROSP du médecin traitant. Ça, c'est une question que les médecins qui ne sont pas encore maîtres de stage, surtout, posent souvent. Oui, alors je ne sais pas, Frédéric, si tu as la réponse, mais moi, je ne l'ai pas. Moi, j'ai quelques premiers éléments de réponse. Ce qu'on a eu comme information récemment de la part de la CNAM, c'est que les actes qui sont facturés par le docteur junior seront toujours considérés comme faisant partie du parcours de soins. Donc, le patient ne sera pas pénalisé financièrement lorsqu'il consultera un docteur junior. Donc, ça, c'est une première information. Mais il n'y aura pas de déclaration de médecin traitant. Voilà. Le docteur junior ne peut pas faire de déclaration médecin traitant. Et le médecin, le responsable maître de stage n'a pas à endosser cette responsabilité. Donc finalement, c'est comme quand on voit des patients qu'on n'est pas médecin traitant, si on met urgence, le patient n'est pas pénalisé. Et donc s'il voit la carte professionnelle du docteur junior, il ne sera pas pénalisé. Mais par contre, s'il doit trouver un médecin traitant, il faut absolument qu'il rencontre le maître de stage et voir si le maître de stage accepte de le prendre comme patient. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est ce que je disais, dans ces cas-là, ça rentrera dans le ROSP. Si le maître de stage inscrit ce patient comme médecin traitant, tout ce qui se passe rentre dans son ROSP. Par contre, s'il ne l'inscrit pas, il y a un ROSP qui est perdu. Il y a une partie du ROSP qui est perdue, Mme Marie. Ah oui, mais après, en fait, tout ça repose sur le fait que le docteur junior n'est pas médecin traitant. D'accord. Non, mais c'est important de le dire. C'est un choix du maître de stage de prendre. Voilà. C'est important de leur expliquer. Il ne faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Le beurre et le genre du beurre et la crémière avec, oui. Voilà. Ok. Je n'ai pas osé parler de la crémière, c'est inadapté à notre époque. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon. On vous propose d'en arrêter là. Comme convenu, nous avons enregistré et transcrit les éléments. Nous remercions encore sincèrement l'ensemble des facultés qui ont joué le jeu et qui ont apporté toutes les réponses aujourd'hui. C'est un réel plaisir de pouvoir collaborer et échanger ouvertement sur ce sujet. On remercie également les professionnels de santé, les médecins qui se sont connectés sur leur temps de travail également très dense. Et restons à disposition, bien sûr, de chacun pour faire le lien sur ce sujet et bien d'autres.